Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Sylvain Perrin du team Simalp. Alors, merci déjà à Simalp de nous avoir mis en relation. Simalp, une marque qui m'accompagne aussi personnellement depuis très longtemps, donc je suis très content de te recevoir, Sylvain, sur ce podcast. Et si on échange aujourd'hui, c'est surtout, et c'est ce qui a motivé l'échange, c'est que tu viens tout juste de participer à la Restonica, ce fameux trail corse jugé très, très, très exigeant. J'ai hâte que tu m'en parles parce que c'est un trail qui me fait un petit peu de l'œil. Merci Sylvain d'avoir accepté l'invitation. Et écoute, si tu veux bien commencer, s'il te plaît, par te présenter. Tout d'abord, bonjour François. Ça va être avec grand plaisir que je vais te parler de cette Restonica. Pour me présenter, Sylvain, je suis père de famille de deux enfants, Mathis, âgé de 12 ans, et de Marilou, âgée de 9 ans. Et puis marié à Amélie, ma femme, qui est prof de PS. Voilà, en gros. Hmm. J'aime bien, tu vois, je le dis quasiment à tous les podcasts, mais j'aime bien cette question parce que cette présentation, c'est souvent révélateur de beaucoup de choses. Tu as commencé ta présentation, finalement, tu as très peu parlé de toi, tu as parlé tout de suite de ta famille. Quelle place ta famille dans ta vie, du coup? Ah, je joue un rôle essentiel parce que je suis quelqu'un de qui marche beaucoup aux émotions et qui a besoin d'être soutenu si j'avais pas ce cadre familial à mes côtés pour ma pratique, il y aurait un manque énorme et puis je pense que j'irais pas pousser aussi loin dans les efforts, etc. Je crois que cette pratique, je la fais un peu pour moi, mais bien sûr pour m'épanouir, mais je crois que j'ai envie de leur montrer que je suis capable de me dépasser et de me dépasser un peu pour eux. Et effectivement, sous cet univers familial, c'est quelque chose de vachement important. Et au-delà de l'aspect familial, il y a aussi tous les amis qui peuvent m'entourer et puis me suivre sur les événements. Alors c'est presque cliché, mais tu vois ce qu'on est en train de faire là, mais ça ressemble quand même beaucoup au slogan de Simalp, We Are Family. Bah, je, oui, 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 tout à fait, parce que je pense que Flo, qui est notre team manager, euh, je pense qu'il recrute un petit peu sur ces valeurs-là, des valeurs vraiment familiales, des personnes qui sont entières, humaines. Écoute, j'espère refléter ces valeurs-là et puis être dans cette mouvance, effectivement, la team family, comme on l'appelle chez Simalp. On a on entretient des petits échanges sur notre WhatsApp pour s'encourager, pour se remotiver, parce qu'il y en a qui sont victimes de blessures ou d'autres. Je t'avoue, c'est des échanges constants pour s'encourager. C'est important ça, le côté team dans un sport qui est quand même plutôt individuel, hein, la course à pied. Et ben le fait d'avoir justement une team avec qui tu peux partager, échanger, apprendre, se conseiller mutuellement, partager des bonnes techniques, nouvelles astuces, etc. C'est quelque chose qui est quand même ultra important. On voit ça aussi sur les gens qui font des trails en relais. Ça apporte tout de suite une autre dynamique à la course à pied et ça, tu dirais que c'est quelque chose qui est du coup hyper important pour toi? Ah oui, entièrement. Effectivement, cet esprit d'équipe, parce qu'on aurait tendance à dire que tu fais une pratique individuelle avec ton trail, etc. Mais lorsqu'on reviendra un petit peu sur la Restonica, je pourrais certainement te dire plein de choses où j'ai partagé des moments avec des personnes où on s'est entraidé, entre guillemets, où on s'est soutenu, remotivé. Et je pense que cette pratique qu'on pense individuelle, moi elle est tellement collective, on fait tellement de belles rencontres. Je crois qu'à travers ce sport, j'ai pratiqué le foot, sport collectif, mais je crois que j'ai davantage tissé de liens forts avec des personnes qui font cette pratique entre guillemets individuelle qui est le trail, quoi. Hmm. Alors comment c'est venu pour toi la course à pied dans ta vie? Eh ben écoute, je trouvais que le foot était vraiment chronophage, prenait
plus en plus de temps. C'était tellement cadré au niveau des horaires. Autrement dit, entraînement le mardi, entraînement le mercredi, entraînement le vendredi, match le week-end, on savait pas trop et ça croquait une bonne partie du temps. Et petit à petit, et puis après il y avait les déplacements parce que j'étais à ce moment-là en région parisienne et je rentrais tous les week-ends chez mes parents du côté de Poitiers pour aller retrouver mon équipe de foot. Et à un moment donné, je trouvais que c'était un peu trop dur tous ces déplacements et donc je me suis mis à courir, à faire du trail en Île-de-France, donc dans le Val d'Oise, tout près de la forêt de Montmorency. Et donc ça m'est venu comme ça parce que tu sautes dans tes baskets et puis j'étais au pied de la belle forêt de Montmorency et puis en avant. Et ça m'est Mmh. venu comme ça de me lancer dans le trail. Et tu fais partie de ces gens qui ont tout de suite été bons. Alors, je sais pas si c'est révélateur de la réalité, on va dire, parce que je suis sur ton profil Bitrail là en ce moment, et je vois le premier trail qui est noté, c'est en février 2016, et tu fais déjà quatrième, travail des poilus juste après troisième, maxi race 85 km juste après encore troisième aussi. T'as tout de suite été bon ou c'est venu un petit peu avec le travail quand même Non, au fil du temps? je dirais pas que j'ai de grosses qualités. Je suis vraiment quelqu'un de besogneux, de travailleur. Et puis bon, je vais revenir un peu là-dessus, mais c'est au fil des rencontres aussi. En Île-de-France, j'ai côtoyé Aurélien Collet, si tu connais, et Oui, bien puis sûr. qui était dans le Team Oka, etc. J'ai côtoyé aussi d'autres potes, etc. Et c'est en côtoyant ces personnes-là que ça m'a donné envie de travailler sans entraîneur au début. Hein. Je planifiais mes petits entraînements, etc. Et puis, et écoute, au fil des expériences, des trials, etc. Je progressais doucettement, quoi. Mais je me considère pas comme quelqu'un de très performant, quoi. Je suis besogneux et c'est plutôt la régularité qui me caractérise, on va dire. Alors, c'était vraiment ton premier trail en 2016 ou il y en a eu d'autres avant? Non, 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 je pense que j'ai dû faire quelques petits trials avant parce que je sais plus quand est-ce que j'ai obtenu mon CAPES. C'était à la suite de mon CAPES que j'ai fait 2 saisons de foot et après je me suis mis au trail. Donc je dirais que ça remonte peut-être à 2013 et j'ai commencé très progressivement par des trails de 20 bornes, de 30 kilomètres dans ces eaux-là et j'ai vraiment été très progressif sur les distances. Hmm. Et Alors, puis ouais. excuse-moi, ça restait sur des courses assez régionales, locales, quoi. Une course au saucisson, comme on dit, quoi. Exactement, ouais, on peut qualifier ça comme ça. Ah, j'adore, moi, ces courses-là, ça fait partie du folklore de notre sport. C'est souvent, des fois, les gens, quand ils entendent dire ça, ils ont l'impression que tu les prends un peu de haut, alors que, au final, ça fait justement tout le charme de ces événements. Exactement. Et Euh, puis on y va des fois sans prétention, sans préparation spécifique et on prend énormément de plaisir dans ces courses-là. Hein. Bien sûr. Euh, alors, comment tu dirais, tu vois, tu as commencé le trail, du coup, on va dire, il y a 11 ans maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution? Si oui, comment tu l'aperçois? Ah oui, oui, tout à fait. Une évolution, je trouve que notre sport progresse énormément. Il y a une densité. Je trouve que les trailers sont de plus en plus préparés, affûtés, entraînés. Tout est, pour pour bon nombre de coureurs, tout est planifié. Et, du coup, ça crée une certaine concurrence très positive parce que ça nous tire vers le haut pour de notre côté essayer de continuer à s'entraîner, à progresser. Et je vois vraiment une évolution de notre pratique là, du trail, où les gens sont de plus en plus pointus sur leur entraînement avec de la préparation physique, avec la nutrition, avec de la préparation mentale, avec leur week-end shock, voilà, je perçois vraiment notre pratique évoluer dans le bon sens en termes de préparation. C'est marrant parce que j'en parlais de ce sujet-là hier soir avec un pote qui est passé à la maison et on prenait un peu les chronos de l'ultramarin qui a eu lieu le week-end dernier.
On se disait, mais c'est incroyable l'écart rien qu'entre le temps qu'a mis le premier cette année et qu'il a mis l'année dernière. Alors il y avait un petit peu de kilomètres en moins, mais quand même, le niveau général du top 10 était mais largement supérieur à ce qui était les années passées. Et c'est quelque chose qu'on constate un petit peu sur tous les événements. Comment tu as adapté toi ton entraînement et puis ta façon de prendre un départ, sachant que bah, la concurrence est de plus en plus rude, quoi. Bah, j'ai toujours ce qui me motive et ce qui m'attire dans le trail, c'est la volonté de progresser. Et depuis quelques années maintenant, ça fait bien 5 ans où je suis suivi par Cédric Eda. Donc c'est avant tout un ami et qui est préparateur mental, qui a obtenu aussi son DU Trail, qui est aussi il a plein de cordes à son arc. Autrement dit, il est sur de la nutrition, il a les techniques d'optimisation de la performance. Et donc, bah, je lui confie entre guillemets toute cette charge, toute cette prépa. C'est lui qui fait mes planifications et je lui fais entièrement confiance, même si de mon côté, en tant qu'enseignant de PS, j'ai également un certain nombre de connaissances et bah, il y a une certaine autonomie. Hein. Il me laisse une certaine autonomie aussi dans mes séances, mais il y a un fil conducteur et donc j'avoue que c'est me décharger de toute cette planification. Je lui donne mes plages de temps libre et c'est lui qui bouche entre guillemets les trous et ça c'est vraiment confortable et bah je pense que c'est ce qui me permet de concilier vie de famille, vie pro et puis entraînement parce que effectivement les entraînements bah je suis à 6 par semaine, c'est pas en termes de volume, je dois tourner aux alentours de c'est variable mais ces 10 heures, il y en a qui en font bien plus mais écoute, avec la vie de famille et professionnelle, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors justement, c'est un point qui m'intéresse, ça, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être pas comprendre. Tu vois, j'ai enregistré l'autre jour avec un coureur. Alors, il est plutôt, lui, marathonien, 2h20 au marathon quand même. Oui, Ouais. une bonne référence. Ouais, solide. Et puis il disait que il avait un coach avant et que maintenant en fait il avait appris tellement de choses que maintenant il faisait tout seul. Alors quand il est alors pas en prépa, il est à 6 entraînements par semaine. Quand il est en prépa, il est plutôt autour de 10. Ouais. Et il fait tout seul. Tu vois, toi qui en plus de ça, tu vois, t'as les connaissances, l'expérience. Qu'est-ce que tu dirais qui est la réelle plus-value pour toi d'avoir un entraîneur? Parce que j'imagine que toi, tu serais capable de faire un programme à d'autres. Bien Euh, sûr. Qu'est-ce qui, pourquoi est-ce que toi, pour toi, tu trouves que c'est important d'avoir un coach pour toi? Bah parce que il y a eu cette première phase où bah, je m'entraînais, je planifiais un peu tout seul, mais des fois ça te permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Lui, il te pousse un peu plus dans tes retranchements. Il y a des séances entre guillemets où tu te sens un peu fatigué, tu te dis oh, celle-ci je la fais sauter et je la ferai peut-être dans 2 3 jours quand j'aurai récupéré, etc. Et puis tu te dis bah Cédric l'a pensé, Cédric l'a planifié. Il y a certes de la fatigue, j'échange avec lui parce qu'il régule, etc. Mais il me permet quand même donc de d'avoir cette planification et de me dépasser, de me pousser un peu plus sur mes entraînements. Je pense sincèrement. Et puis après, comme je te disais, il y a toute cette sphère prépa mentale. Euh, euh, il m'aiguille dans toute cette préparation mentale. Je trouve aussi que le côté avoir quelqu'un qui regarde, ça donne un peu un côté engagement aussi, avoir c'est un Effectivement, peu la ouais. vision mentor, quoi. Mm. Effectivement, il y a, comme je te disais, je fais des choses, je pratique le trail pour moi, mais j'aime bien renvoyer entre guillemets l'ascenseur. Il a conçu et planifié ces choses-là, et j'ai envie de te dire, allez, bats-toi, va au bout et fais-le pour Cédric. Ça a été mis en place, fais-le pour Amélie, elle est à côté de toi pour les ravitaux.
Et enfin, je marche vraiment à l'affect et au mental et je pousse dans mes retranchements grâce à eux, quoi. Et je me dis, allez, allez, bouge-toi, fais-le pour eux. Hmm. C'est quelque chose qui est peut-être que beaucoup de coureurs se le cachent un petit peu ça aussi ou n'osent pas trop l'avouer de temps en temps le côté regard de Exactement. l'autre, Oui, l'importance sociale. entièrement, entièrement. Euh, Après, je suis pas. On marche un petit peu avec les réseaux sociaux, mais c'est plus les personnes proches de soi, les amis et tout. On n'a pas envie de entre guillemets de les décevoir. C'est bête de dire ça, mais pour revenir un peu sur cette Restonica qui était l'un de mes objectifs, euh, j'ai eu, je t'avoue, un bout de déception, d'inachevé, de pas totalement satisfait de ce que j'ai pu réaliser. Je me sentais un petit peu, euh, allez, le mot est peut-être fort, mais un peu nul dans toute cette technicité. Voilà. En fait, je suis venu sur cette Restonica pour travailler un peu mes lacunes qui sont tout ce qui est descente technique, tout ce qui est m'engager dans le caillou et toutes ces choses-là. Et je sais que j'ai beaucoup de lacunes là-dessus. Et j'avais pour objectif un peu plus long terme, parce que financièrement, faut pouvoir y aller. C'est la Diagonale des Fous. La Et fameuse. oui, la fameuse Diagonale des Fous. Et donc, j'avais envie de travailler ce côté technique et je trouvais que la Restonica, c'était un objectif idéal, superbe. Et donc, voilà quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs qui se la placent. En plus, elle est bien placée pour préparer la Diag en début juillet pour aller travailler le Grand Raid de la Réunion qui est en octobre. Oui. Euh, Ça, c'est quelque chose qui t'attire, comme beaucoup de trailers. Tu le vois un peu comme un goal ultime, un peu, ou Ah, finalement exact. c'est. C'est incroyable que tu dises ça parce que ouais, c'est ça. Je t'avoue, cette année, bah avec, j'en avais parlé avec Flo. Je devais être dans l'aventure Diagonale des Fous avec eux parce que pour le moment ils sont quatre du team à y aller et puis bah moi je devais faire partie de de la fête et financièrement, je t'avoue, c'était un petit peu dur cette année et puis avec le recul, j'ai cette crainte de dire, bah ça y est, t'as atteint, t'as fait cet objectif de diagonale, t'as vu ce que c'était, et j'ai peur de que ça soit en fait la fin de l'histoire. Je dis, bah ça y est, j'aurais fait le tour, alors qu'il y a tellement de beaux trails à faire à droite, à gauche. J'en ai déjà parcouru pas mal, mais euh, j'ai ce sentiment de dire qu'une fois que la diac sera fait, parce que tout le monde en parle, que j'aurais fait le tour. Donc c'est peut-être ce qui m'a fait un peu reculer aussi cette année, je sais pas. C'est un vrai sujet ça que j'aime beaucoup parce que ça ressemble un petit peu à alors c'est pas comme j'ai plus le nom en tête là ça me reviendra peut-être tout à l'heure mais ça a un nom ça le sentiment de vide derrière un objectif important et fort que l'on a depuis des années et finalement de repousser cet objectif en se trouvant des excuses presque C'est un peu ça, ouais. ouais, C'est hein. ça. Après, bon, je t'avoue, il y a aussi la fameuse UTMB, hein, en venant sur la Restonica by UTMB, on court derrière, on peut courir derrière ces choses-là. C'est pas forcément ce qui me trotte en tout premier à l'esprit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai vu que tu avais déjà participé à certaines courses de l'UTMB, mais ça remonte, enfin si les résultats Vitrail sont actualisés, mais Tout à ça fait, remonte ça quand même un peu, remonte. hein. C'était une CCC, c'était d'ailleurs une CCC particulièrement chaude où il y avait eu beaucoup de casses sur la tête de course. Et bah il y a quand même un goût d'inachevé sur cette expérience-là. Ça remonte. J'avais pas autant d'expérience, on va dire, mais donc j'aimerais bien effectivement peut-être mettre les pieds à Chamonix et me retester sur une autre distance. La TDS, je la trouve belle et puis bah pourquoi pas l'UTMB aussi. Hmm. C'est vrai que c'était en 2016 que tu as fait la CCC. Tout à fait. UTMB de 2016, UTMB de 2024. Oh le monde, un monde entre les performances réalisées. Là, je sais pas, à l'époque j'étais déjà assez loin. J'étais peut-être 70e sur la CCC. Avec ce temps-là,
je serais peut-être 150, 200, je sais pas. Non, non, mais ça a tellement progressé, mais peut-être que moi aussi. Bah, j'espère pour toi. Pourquoi est-ce que la diagonale, toi, ça t'attire? Parce que qu'est-ce qu'il y a de magique? Tu connais La Réunion? T'es déjà allé là-bas? Ou c'est Non, vraiment j'ai que pas eu de... l'occasion de fouler la Réunion. Je suis allé ça a peut-être rien à voir, hein, mais je suis allé en Guadeloupe. Mais après tous ces cirques, cette végétation, parce que j'ai quand même regardé un certain nombre de reportages, notamment sur François ou notamment sur, j'ai perdu son nom, du team Scott qui a dû faire quatrième ou cinquième l'an dernier, qui a très bien tourné. Et bah, j'ai regardé aussi sa vidéo et bah, c'est vraiment un cadre magique quoi. Et ça donne envie. Et puis le côté là sur la Restonica, j'étais équipé des bâtons. Essayer de pratiquer aussi sans bâton, ça me permettrait de penser aussi les entraînements un peu différemment. Et c'est ce qui peut m'attirer aussi. Et puis la distance, 170. L'an dernier, j'ai fait le 170 avec pratiquement 10 000. Et je me dis que ça me plairait bien de voir ça aussi du côté de la Réunion. Qu'est-ce qui t'attire alors j'ai un peu ma réponse en voyant ton palmarès, mais qu'est-ce qui t'attire le plus entre courir vite sur un allez 30-40 ou courir longtemps sur un plus de 80, plus de 100 Ah ouais, ouais, je suis plus maintenant sur du courir longtemps. La gestion de l'effort est pas du tout la même. Je sais que sur du courir vite, c'est pas ma qualité première de courir vite. Et on est tellement sur le fil du rasoir, c'est tout le temps haut dans les pulsations, dans le cardio, etc. Et alors que sur du courir longtemps, maintenir un effort, je sais que la part du mental joue un rôle important, même si, comme je te dis, comme tu le verbalisais aussi, le niveau s'élève tellement, il y a tellement plus de concurrence, etc. euh, que bah on est confronté à une opposition de plus en plus forte, mais je trouve que le côté mental, dépassement de soi, se ressent plus sur de l'ultra. Donc c'est ce qui m'attire un petit peu, rechercher ses limites, toucher du doigt jusqu'où tu peux aller. Et j'en reviens encore sur cette Restonica, je crois que là j'ai touché un peu du doigt mes limites. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Bah, comme je te disais, je voulais sortir de ma zone de confort en venant sur un terrain technique les descentes, elles étaient vraiment monstrueuses. J'avais le terme avec celui que j'ai côtoyé, Benjamin. Hein, on était vraiment dans une boucherie. On désescaladait, on sautait des rochers, etc. Et je me sentais vraiment en difficulté. Musculairement, je pense que j'ai réussi à tenir le choc. J'ai pas eu d'alerte sur des contractures ou quoi que ce soit, de courbatures, aux ischios, aux quadriceps, ça a plutôt bien tenu avec la préparation. Mais le côté technique, etc., là, j'ai senti mes limites, quoi. La vitesse, elle y était plus. Enfin, voilà. C'est intéressant ce côté-là parce que enfin notre sport finalement on pourrait dire que entre courir je prenais l'exemple tout à l'heure de l'ultramarin un trail très roulant de 1000 dénivelés et courir une Restonica où finalement tu peux très peu courir Oui, c'est presque deux sports différents quoi. entièrement, je te rejoins là-dessus. Pareil, pour ton ultramarin, je pense qu'il faut être capable de tenir une allure vraiment euh, bien propre, ne pas faire d'erreur d'alimentation, toutes ces choses-là. La Restonica, j'ai envie de te dire, effectivement, quand tu es dans du 25% du caillou en plein soleil, bah tu pioches sur les bâtons. Là, tu es un randonneur. Et tu te dis bon bah on va essayer de toute façon j'avais pas les capacités ou même certains autres coureurs je les voyais ça courait pas non plus hein. Donc on se met tous en mode pousser sur les bâtons forts et là, on se rend compte que, bah, effectivement, on peut peut-être mieux gérer son effort et puis après, bah, tu essayes de repartir sur de bonnes bases dans la descente.
Et Hmm. effectivement, c'est pas la même gestion d'effort où sur un ultramarin, bah, tu te forces constamment à courir, courir, courir. Et là, bah, tu peux pas, là. T'es confronté au problème de grimper, quoi. Hmm. D'ailleurs, je crois que les deux premiers, Louison Coiffé et là Freddy Prigent sur l'ultramarin, je crois qu'ils mettent à peu près le même temps, alors qu'il y a 70 km de moins. Et Louison fait un temps, comme tu l'as souligné tout à l'heure, stratosphérique, où ils Incroyable. pulvérisent leur corps de Lambert de 30 minutes. Et sur un terrain comme ça, c'est monstrueux. Je passe à un ravito à un moment donné et ils me font bon, là on va attaquer une descente, je leur demande ça va durer combien de temps? Ah bah écoutez, le premier il a mis 20 minutes pour faire cette descente. Ah ouais, mais je me compare pas avec le premier moi. Et sur cette descente-là, j'ai dû faire, je sais pas, à peu près 1 heure quoi. Il me colle 40 minutes et là on se dit mais comment il fait? Comment il fait? Il vole de caillou en caillou. Donc c'était tout bonnement monstrueux. Et t'imagines, toi, tu termines 15e. T'imagines le 319e? Qu'est-ce qu'il se dit, lui? Oui, oui, c'est possible. Mais bah moi, tu sais que je leur tire aussi mon chapeau parce que on a réussi en tant que dans dans la tête de course à passer certaines difficultés assez tôt avec une certaine luminosité ambiante, etc. Et je me dis que bah tu mets 10 heures de plus dans la nuit, etc. à monter certains cols corses, mais là je dis mais comment ils font quoi? Moi j'étais content de réussir à franchir les difficultés de jour. Je me dis de nuit, ça doit être tout simplement monstrueux. Ça doit être monstrueux. Hmm. Et donc j'étais bien content de réussir à avancer à ma petite allure pour franchir ces défis-là de jour quoi. Parce que de nuit, ça devait être un calvaire. Hmm. C'est incroyable. Le dernier, il met 48 heures, quand le premier met 14 heures. Bah C'est incroyable. ouais, J'ai jamais ouais. vu un écart comme ça entre le premier et le dernier. Bah, Fois il y a 4. de quoi, et puis après, peut-être certainement que l'organisation offre la possibilité d'avoir des barrières horaires plus larges. Et si tu veux que j'échange un petit peu sur le côté accueil, convivialité de cette course, j'ai trouvé ça, j'en ai fait, hein. Et à chaque fois, j'aurais tendance à souligner la qualité de l'organisation, mais là, une fois encore, entre la dotation plutôt euh, plutôt artisanale où on a les produits locaux avec la charcuterie, la bière, le vin, après les ravitaux parce qu'il y a très peu de ravitaux lorsqu'on est suivi. Ma femme voulait essayer de me faire les ravitaux, mais elle a pu être que sur 2 ravitaux parce qu'on passe sur on est dans la pampa constamment et on passe dans des refuges et c'est l'organisation, on s'appuie sur l'organisation pour se ravitailler et l'accueil est tout bonnement superbe quoi. Et puis après les ravitaux, ils étaient vraiment copieux avec sur ces courses by UTMB. Je vais pas faire de pub, mais il y avait des petits produits de nutrition et que j'utilise en course. Et du coup, bah, c'était plutôt intéressant et T'as le droit de citer, euh, hein. ouais, bah c'était NAC est partenaire, donc des courses by UTMB, et ça me permettait de retrouver les petites gaufrettes, de retrouver la boisson, etc. Et bah, je t'avoue, ça aide bien quand même. Hmm. Ouais, moi, j'ai utilisé les produits NAC pendant très longtemps et c'est vrai qu'ils font de très belles choses. Et les petites gaufrettes là, avec un petit caf, ça passe, ça passe super bien Une bonne au gourmandise, réveil. ouais. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est vrai qu'ils font des bons produits, même les trucs, les produits d'hydratation. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils font chez NAC. Bon, je Bah, dis je pas ça crois que parce qu'ils sont l'apport et puis au partenaires. niveau digestabilité, je trouve ça très très performant. Et après, j'ai lu récemment quand même parce que notre apport en glucides, on se tourne de plus en plus nous trailers sur bah, l'apport en glucides, être à entre 60 et 90 grammes heure, etc. Et j'ai peur que j'ai lu un petit truc là, notamment Benoît Nave soulignait cet apport important durant nos courses et surtout sur des ultras, bah, au niveau du foie.
ça pourrait être endommagé parfois, je pense, le foie. Et je pense que ça peut me pousser à réfléchir sur mon alimentation aussi, même si je trouve que ces produits sont vraiment qualitatifs dans nos efforts, mais je connais pas trop les effets sur le long terme. Et je t'avoue, ça m'a apporté, m'amène à me questionner un peu sur mon alimentation. De toute façon, ce qu'on dit souvent, c'est que l'ultra en tant que tel, l'épreuve est néfaste pour le corps, mais que tout l'entraînement qu'il y a avant, elle, par contre, elle est ultra bénéfique. Donc, je dirais que, enfin, je sais, je suis pas nutritionniste, hein, loin de là, mais je dirais que si finalement ces produits-là, on les consomme que pendant un ultra, peut-être que c'est pas si néfaste que ça sur le long terme. Je sais pas. C'est peut-être ça pour me rassurer, hein, Ouais, mais bah ouais, j'espère, je te rejoins. Je pense qu'effectivement, ça ferait qu'une petite période où on consomme en forte quantité ces produits-là, quoi. C'est effectivement, moi je les consomme. Je peux pas me permettre de les consommer au quotidien sur tous mes entraînements, etc. Donc, comme tu le soulignes, effectivement, c'est que sur une courte période, sur justement les courses et les courses comme la Restonica, j'en fais pas toutes les semaines. hmm. Et j'en serais Ouais. incapable parce que j'ai mis là entre les ampoules, les chevilles qui étaient complètement gonflées pendant 3 4 jours, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Et donc là, effectivement, je remettrai pas le couvert tout de suite, quoi. Il y a que Lambert qui est capable de faire ça toutes les semaines, Ouais, et ouais, faut encore. pas regarder son Strava, ouais, non, faut pas regarder son Strava, il est monstrueux. Complètement. C'est un des seuls d'ailleurs que je regarde. Je suis abonné à son Strava et parce que enfin, j'adore la Corse, ça me fait rêver. Et à chaque fois quand je vois les parcours sur lesquels il va, et je me dis, bah, ça doit être encore une sortie incroyable qu'il a fait là. Mais Ah, je t'encourage c'est vrai que vivement c'est à impressionnant. franchir le pas alors, hein, parce que cette course-là, elle marque, vraiment, elle marque. Je te dirais pas que aujourd'hui, j'ai pas envie d'y retourner l'année prochaine, mais c'est vraiment quelque chose de grandiose, hein. Aussi bien l'ambiance de début de course que ce parcours qui est vraiment technique, rustique. Ah, c'est vraiment à faire. C'est vraiment à faire. Hmm. Bah, j'ai fait le GR20 deux fois, une fois en 5 jours, une fois en 3 jours, et je me dis, enfin la Restonica, mettre un dossard sur un terrain comme ça. Je sais pas, mais oui, Bah ça déjà, attire avec forcément. Ouais. l'expérience que tu as du GR20, tu irais avec une certaine connaissance et prudence, je pense. On partirait pas la fleur au fusil en mettant du 3,20 au kill dès le départ dans les rues de Corté. Je pense que on lève le pied et puis on est un peu plus prudent parce qu'on sait ce qui nous attend, quoi. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est quoi, tu dirais, que ton point qui serait à améliorer pour gagner en performance s'il y avait, tu vois, un petit schéma, un petit diagramme avec, je sais pas où, un camembert avec toutes les compétences et que tu devrais en pousser une un petit peu le curseur vers le haut. Ce serait Mm. quoi celle Ah que tu bah, pourrais augmenter sûr, le travail de descente technique. Je suis quelqu'un de habituellement assez prudent dans les descentes, mais dans cette descente technique, j'étais vraiment en grande difficulté. Et donc, ça serait vraiment l'axe majeur où j'ai envie de progresser. Mais après, je sais que j'ai un frein important, certainement un frein mental peut-être, mais j'ai été victime de nombreuses entorses. Sur chacune des chevilles, j'ai déjà un ligament de rompu sur chacune des chevilles. Et je t'avoue, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est qui me pousse à la prudence, etc. Mais je crois que c'est un frein que je me donne à pas descendre plus vite, quoi. Enfin, ou à m'engager davantage dans les descentes. Et j'ai l'impression entre guillemets, de peut-être pas en avoir les capacités. Pourtant, quand on travaille les choses, on progresse, mais j'ai cette appréhension peut-être. Donc ça Hmm. doit être un frein en moi. Et je sais que c'est une grosse lacune. Et comment finalement tu comptes progresser sur ce point
Parce que si tu veux t'engager sur le Grand Raid de la Réunion, j'imagine que c'est un point sur lequel tu vas travailler. Qu'est-ce que tu penses mettre en place? Peut-être que tu en as déjà discuté aussi avec ton coach. Bah écoute, regarde sur enfin ce que j'avais planifié, c'était Restonica, donc sortir de ma zone de confort. Donc là, je savais que j'allais croquer entre guillemets des descentes difficiles. Dans quelques semaines, j'ai prévu d'être sur la Pic-Ariège. Je crois qu'en termes de difficulté, Ah, je on est serai pas mal là. encore ouais, hors de ma zone de confort. Donc non, j'étais parti un peu dans cet esprit-là de travailler le côté technique pour progresser. Après, j'habite aussi dans une région qui me permet de travailler un peu le côté technique. Je suis proche du massif du Caroux où Antoine Guillon s'entraîne aussi pour préparer ces différentes diagues. Et c'est un massif qui est vraiment technique, vraiment magique, magnifique aussi. Et idéal, je pense, pour préparer une diag. Après, c'est vrai que je dois me pousser un peu plus à m'entraîner là-bas parce que je fais un entraînement, une sortie par mois. Et si je pouvais réussir à en faire 3, 4 par mois, je pense que ça pourrait m'aider à progresser dans ce secteur-là. Hmm. Il y a vraiment un côté mental dans la descente, justement, tu disais, le côté relâchement, sans être kamikaze non plus, mais et puis quand tu as déjà été victime de blessures à cause de ça, de multiples reprises, bon, j'imagine que ça fait quand même pas mal de freins, quoi. Oui. Euh, ouais. Et Après, du coup, ouais. il y a des descentes où je me sens plus à l'aise que d'autres, hein. La fin de la Restonica, elle était un poil moins engagée, pentue. Et là, je vois que je tenais bien la dragée aux autres, voire même à être capable de descendre mieux qu'eux, alors que dans une portion un peu plus technique, bah là, je me prenais des bourrasques énormes. Selon le profil de la descente, de l'engagement, etc., j'arrive à tirer mon épingle. Et puis, et il y a aussi des journées où on se sent pas terrible dans la lecture de trajectoire, moins performant, moins souple, moins à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais je sais que des fois, dans des descentes, je peux me laisser aller et ça descend bien. Et sur d'autres trails, bah, tu mets le frein, tu te mets des blocages, tu te sens moins à l'aise, moins fluide. Je sais pas d'où ça vient, mais certainement également dans des lectures de terrain, de trajectoire. Hmm. Je vois que tu as terminé avec un chrono, enfin vous avez terminé tous les deux 15e avec Benjamin Turcot. Oui. Comment s'est passée cette course pour vous deux? Vous êtes partis, enfin vous avez couru combien de temps ensemble? Comment vous avez partagé ça? Extra. C'est rigolo que tu me poses ça parce que première ascension de nuit, euh, j'entends quelqu'un qui papote, qui papote, qui papote. Et c'était déjà Benjamin, on était ensemble. J'ouvrais la marche dans la première ascension et il était sur mes traces. Et on a tout de suite échangé ensemble. Et ça, dès les premiers kilomètres. Après, on s'est perdu de vue un petit peu aux alentours du 50, entre le 50 et le 70. Il était devant. J'avais une grosse période de moins bien où j'étais dans le dur. Et bah, je l'ai retrouvé dans l'ascension, je crois qu'ils appellent Boca, donc une forte ascension exposée qui nous mène euh, pour basculer avant Melo et Capitello. Et là, je le vois complètement allongé, complètement cuit près d'une source. Et puis, bah, j'étais avec un des coureurs qui va finir huitième. Et on était bien tous les deux, on échangeait également. Et puis, je suis passé à côté de Benjamin et on lui a ramassé le bâton parce qu'il était complètement avachi par terre. Et puis je l'ai redynamisé. Je dis bah allez, suis-nous, tu vas voir, il mène un rythme tout à fait correct en montée. Je pense que tu vas nous suivre. Et puis après dans la descente, ben on verra. Tu te reposeras un peu et tu essaieras de retrouver un peu de jus. Donc voilà. Et puis bah on a fait tout le final avec Benjamin ensemble. Et voilà parce que lui il était un peu dans le dur, mais il retrouvait des jambes dans les ascensions et donc voilà, on a tout partagé après ensemble. Ça s'est fait comme ça. Pourquoi l'avoir aidé? Et pourquoi l'avoir aidé? Je sais.
Bah écoute, je suis un peu comme ça. J'ai eu des rencontres où je viens en aide aux autres. Une fois, bah, celui-ci il est connu, hein, Eric Lavry était sur une maxi race vraiment dans le dur. Et puis je lui dis bah qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il me fait bah écoute là j'ai plus de gasoil, j'ai plus de fuel, j'ai plus de bar, etc. Bah je dis bah t'en veux une, je te donne ça. Donc je lui ai redonné une petite barre et puis il m'a même remercié à l'arrivée. Je suis plutôt quelqu'un bah, pour aider, à échanger. Je suis pas dans la volonté d'écraser l'autre et de porter des attaques. Je suis pas quelqu'un comme ça, etc. Et d'ailleurs, dans le final, avec Benjamin, on était 14 et 15e à ce moment-là, dernière descente, et on se perd. On perd, et puis je regarde à droite, je regarde à gauche. J'appelle même l'assistance Restonica pour savoir par où poursuivre le chemin, etc. J'arrive pas à les avoir. J'appelle ma femme qui me dit bah normalement tu dois continuer sur la rive droite de la rivière, etc. Gardez-la sur votre droite, etc. Et puis bah on attend, et puis on se fait reprendre par trois Corses. Puis qui disent bah c'est simple, c'est par là. Donc on s'engage avec eux et on était dégoûtés. On avait plus de 25 minutes d'avance sur eux et on se fait reprendre et puis bah on suit les trois Corses et puis qui nous disent bah ça serait bien qu'on partage l'arrivée ensemble, etc. Vous courez à la même allure que nous. Et puis ça s'est pas tellement joué comme ça, hein. C'était une grosse bataille en fait. Il y a que Benjamin et moi qui étaient plus sur la retenue, mais les trois autres ils voulaient vraiment en découdre. Donc voilà. C'était rigolo comme anecdote. Et du coup, cette dernière descente, bah, elle a cassé de la fibre. On s'est vraiment engagé pour s'accrocher à eux et revenir et garder nos places de 14 et 15 parce que c'était plus honorable, enfin plus valorisant que de terminer 20e. On a toujours été à cette place durant toute la course et là, sur une erreur de parcours, perdre 3-4 places, c'est toujours un peu frustrant. Hmm. Tu parlais d'Éric Clavry, il était présent aussi sur le 66. Ouais, j'ai vu ça. Euh, Ouais, exact. ouais, J'ai pas ça, suivi ses résultats, mais effectivement, c'est quelqu'un que j'admire. Son parcours, il a été champion du monde, il a évolué vers les 24 heures. Enfin, il est tellement polyvalent que c'est vraiment un bel athlète. ce qui est incroyable. J'ai partagé avec lui le canal de Nantes à Brest où il a posé un record Ah oui. cette année, plus de 300 km qu'il a fait en 24 heures. Enfin, un peu plus, non, plus que 24 heures. J'ai plus le temps exact, mais plus que ça. C'était juste incroyable et de le voir là sur 66 km qui n'a absolument rien à voir en termes de dénivelé, de terrain, etc. C'est juste fou. Alors il l'a subi aussi, hein, il a terminé 17e avec 10h16 en chrono, mais il a trouvé ça très très dur aussi. Mais j'aime bien moi cette capacité à être polyvalent un peu partout, là où on t'attend pas forcément. En début d'année, tu es en train de faire le canal d'Antabrest tout plat, et en fin d'année, tu es sur le Grand de la Réunion. Enfin, je trouve ça dingue, quoi. Ah oui, bah, comme tu le dis, hein, il est polyvalent et puis après, il a une certaine expérience, hein. Quand tu vois qu'il a eu le record aussi de la traversée des Pyrénées, c'est monstrueux ce qu'il avait fait sur les Pyrénées, c'était 900 bornes, je crois. Et Mm. il a établi un record monstrueux dans les Pyrénées. C'est vraiment quelqu'un de polyvalent et puis qui s'entraîne avec précision. Il est très fin dans ses prépas. Record qu'il a toujours, d'ailleurs, hein. J'aime bien faire ça maintenant, des petits FKT. Voilà. Bon, bah, Eric, on te salue si tu nous écoutes, mais je suis sûr que tu le feras, évidemment. Euh, tu parlais beaucoup justement, en plus c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement, la préparation mentale. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement comme exercice, comme routine, comme levier quand tu es peut-être dans le mal sur un ultra? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement en prépa mentale en amont et pendant une épreuve?
Comme je te disais tout à l'heure, Cédric s'appuie vraiment sur les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP, et il parle de PMR, préparation mentale de la réussite, et on essaye de se replonger, d'avoir une certaine vision de la course, comment on peut se dérouler la course, et puis ensuite avoir entre guillemets, des mots qui nous parlent ou des forts dans les moments difficiles pour s'appuyer sur ces mots-là pour t'aider à avancer dans les moments difficiles. Hmm. Donc, pour résumer, ça se résumerait un peu là-dessus. Il y a aussi des travails de respiration. Et donc voilà. Tu vois, là, la semaine prochaine, je vais faire un ultra. Ça va être le premier pour un pote on va essayer de courir ensemble. Euh, en Pas facile de ultra, partager des courses ensemble, ouais. ouais. Selon les niveaux de l'hétérogénéité entre Ah, on vous a dit deux, qu'on allait des fois essayer de c'est. s'attendre. On a dit qu'on allait essayer de s'attendre. On va essayer de partager du début à la fin ensemble. Comme il dit, lui, c'est son premier. Hein, il a vraiment aucune expérience là-dedans. Comme il dit, il nous donne 55 heures. On va les prendre. Extra. Ah, c'est un client. Et tu vois, qu'est-ce qu'on dit comme ça à quelqu'un qui serait dans le mal, qui est encore bien dans les barrières horaires, parce qu'on sait qu'en ultra, bon, ça va, ça vient, il y a des moments de forme, des moments où ça va un peu moins bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans le mal pour le convaincre de repartir et de pas abandonner? Après, ça, c'est un petit peu mon expérience qui te donnerait ce premier argument. Je trouve que le corps, c'est vraiment une belle machine et que souvent, c'est la tête qui te freine, qui peut te freiner. Et le corps, il a vraiment des ressources qui peuvent te permettre d'aller vraiment loin et d'aller chercher loin. Après, j'irai chercher aussi des arguments ou une motivation extérieure sur des proches qui justement à un moment donné sont en difficulté, qui peuvent pas courir, qui sont atteints d'une maladie, qui sont en souffrance, etc. Et toi, tu es valide, euh, tu as toutes les armes avec toi pour continuer à progresser. Et donc, je pense que ça serait un des arguments sur lesquels je pourrais appuyer. Après, faut un peu connaître la personne, son vécu, pour, entre guillemets, appuyer sur les bonnes cordes, quoi. Et Hmm. moi, j'appuie sur le côté un petit peu émotion. Donc, je suis quelqu'un d'assez émotif et donc voilà. Tu me disais en off avant qu'on commence que c'était quelque chose justement que tu as sur lequel tu étais touché justement la maladie des proches. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Oui, tout à fait. J'ai été parrain de l'association Vaincre Parkinson, car mon beau-père est atteint de la maladie de Parkinson. Et, euh, Et donc, j'avais envie de courir pour cette association pour qu'elle puisse être un peu plus connue, reconnue, qu'on parle d'elle. Et puis, Cédric en était le président, Cédric Eda. Et puis, donc, ça me tenait vraiment à cœur. Et puis, de courir pour mon beau-père qui a eu une carrière de médecin généraliste, qui a donné, entre guillemets, de son temps pour les autres parce que c'était vraiment un médecin qui était dévoué et qui avait qui allait chez les patients à n'importe quelle heure. Et c'est vraiment une belle personne. Et du coup, j'avais envie de courir pour ça. Et puis, c'est vraiment un levier aussi qui me fait avancer. Quand tu es dans le dur, tu, c'est des personnes qui souffrent au quotidien, qui souffrent constamment. Pour eux, tout est effort dans la vie de tous les jours. Et je me dis que sur mon ultra, allez, t'en as pour 18, 20 heures, 22 heures à te batailler, à souffrir un peu. Qu'est-ce que c'est par rapport à des, à des efforts qui sont quotidiennes tout le temps. Enfin voilà. Donc c'est aussi un levier effectivement. Tu vois, c'est un peu encore sur le côté émotionnel, mais c'est un levier qui me fait avancer, qui me rend assez combatif. Hmm. Ben, c'est sûr que quand on est dans le mal comme ça sur un ultra, on va chercher vraiment au plus profond de soi
toutes les ressources qui sont disponibles, on les prend. C'est étonnant, hein, comme ça peut justement. Enfin, finalement, on y va. Tout le monde dit ouais, je vais prendre du plaisir, je vais prendre du plaisir. Et pourtant, quand on est dans le dur comme ça, on pense à tout ce qui est triste, plutôt des émotions négatives. C'est C'est vrai, c'est étonnant, hein. bizarre. Mm. Effectivement étonnant, mais après, quand tu termines et que tu as réussi ton épreuve, que tu es finisher, etc., là, tu as de la gaieté. Et puis après, tu peux également te servir de tes expériences. Tu te dis, bah, tu as déjà éprouvé telle et telle chose, etc. Une anecdote, par exemple, j'avais fait l'UT4, ça s'appelait l'UTCAM. J'avais fait deuxième de l'UTCAM. Je me fais une entorse au 30e. C'était un 120 km entorse. Et là, sur cette entorse-là, il y avait rupture des ligaments. Je l'ai su qu'après, au 30e, et j'ai fait toute la course avec. Je termine deuxième derrière Renaud Rouanet. Il me double dans la dernière descente. Bref, c'est anecdotique. L'an dernier, je fais le 100 miles sud de France. Pareil, 30e, la cheville qui part et bah ça y est, je ressens les douleurs, etc. Je dis ça y est, c'est fini, etc. Et là, je fais appel à mes souvenirs. Mais tu sais, lutter calme, t'as réussi à surpasser ce truc-là, et je pense que tu peux. Tu vois, au 30e, t'as ça et t'as encore 140 km derrière. Tu te dis, bah allez, serre les dents et ça peut le faire. Et donc, tu vas chercher aussi de ton expérience, des souvenirs pour réussir à surpasser. Donc, il y a effectivement des choses émotionnelles, entre guillemets, négatives avec les personnes que tu apprécies. Et puis, il y a aussi cette expérience que tu peux avoir. Tu t'es dit, tu l'as déjà fait une fois, tu es capable de surmonter ça une deuxième fois. Hmm. C'est marrant que tu parles de Renaud Rouanet. C'est l'avant-dernier épisode que j'ai publié sur le podcast très récemment, et je l'ai appelé, enfin je l'ai titré La force tranquille. Je trouve que Ah c'est bah, quelque chose qui il est impressionnant à voir en descente, hein. C'est un bon bûcheron avec ses cuisseaux. lui aussi il a l'expérience de toutes ces courses-là. Donc un épisode que je vous invite à écouter, chers auditeurs, si vous l'avez pas fait, épisode C'est une belle 275 personne. du podcast, et j'ai apprécié vraiment rencontrer Renaud dans ce podcast. Euh, mais c'est hyper intéressant, ce sujet mental. Et puis on le voit, hein, d'ailleurs, quand on passe la ligne d'arrivée, ou quand le corps se relâche, il y a des trucs qui apparaissent, des trucs qui se passent. Et comme tu Ah, dis, ah, 5 minutes avant on courait, et puis là c'est plus possible. exactement. Moi, je franchis la ligne, c'est rideau, hein. J'ai été programmé pour atteindre cet objectif-là et je ferai pas, entre guillemets, la ligne est franchie et après c'est fini. C'est du chaos. L'UTCAM dont je te parlais, c'était allongé sur la civière. Le 100 miles sud de France, bah, j'ai oublié de m'hydrater un petit peu avec un petit peu de coca à l'arrivée. J'ai fait une hypo et j'ai dû avoir une petite transfusion, une petite poche. Euh, enfin, quand je finis les activités, c'est fini, fini. Hmm. Sylvain, on arrive gentiment sur la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Bah écoute, je vois pas trop. En tout cas, j'espère que j'en ai convaincu ou je t'ai convaincu à travers mes propos de cette Restonica. C'est vraiment quelque chose à faire. Là, j'y suis encore en vacances et je vais profiter pleinement du côté de Saint-Florent et puis après un petit peu ailleurs. C'est vraiment un chouette coin, une île de beauté pour pratiquer le trail. Donc, je vous encourage vivement à venir faire la Restonica, Alors je sais peu pas si importe la distance. je sais pas si les auditeurs l'entendront, mais moi dans mes oreilles là j'ai entendu les cigales là, tout du long. J'ai trouvé ça génial d'être porté avec ça. C'est assez subtil. Alors je sais pas si ça s'entendra au podcast, mais en tout cas c'était super chouette d'entendre enfin d'écouter de t'écouter avec ce bruit de fond. Bah, je Euh, t'enverrai bien les images parce que là, sur la baie de Saint-Florent et tout, c'est juste magique. C'est vraiment superbe.
Allez, je vais te poser une dernière question. Ce podcast, est grâce à Simal qui nous a mis en relation. C'était pas préparé du tout, donc je sais pas si tu vas répondre du tac au tac ou hésiter. Mais si tu avais un produit à recommander de chez Simalp aux auditeurs, ce serait lequel? Ah bah, je vais aller sur le t-shirt du team Simalp. Il est léger, il est agréable, et puis bah, le design est quand même plutôt sympa, quoi. Il attire bien l'œil et donc je serais parti sur le t-shirt. Après, j'irais bien aussi sur le short, mais je vais pas dire tout l'équipement non plus. La casquette, le bob, non, non, mais le t-shirt, vraiment le t-shirt, j'adore. Et en plus, il est pas à 175 euros comme, comme certains t-shirts peuvent se faire dans ce monde. Euh, ouais, super rapport qualité-prix, je suis d'accord avec toi. Et moi, si j'en avais un équipement à recommander, c'est La veste? la veste. Ouais, Ah ouais, la veste elle est GoPro, ah incroyable. oui, c'est juste magique. Et c'est vrai qu'elle est, quand on est sur les trails, on, on, on voit que beaucoup l'utilisent, la portent, et je comprends pourquoi, parce que elle est top. Ah bah, on parlait de la Corse tout à l'heure, enfin, tout au long du podcast du moins, sur le GR20 en 3 jours, je pense je peux même, sans être trop exagéré, sauver la vie. Ah ouais, Ah elle ouais. est top. Et dans les petits papiers, dans les petits tuyaux, je crois que ils vont pas tarder à concevoir une veste encore plus légère que la veste GoPro, que la Storm Pro. Et je pense qu'elle va valoir le détour aussi. Elle devrait sortir, je pense, octobre, je crois. C'est ce que j'ai entendu avoir. Mais ça va être une Eh petite ben, pépite. écoute, si ce que tu dis est vrai, ce serait une super nouvelle d'avoir des produits encore plus techniques et légers. Merci beaucoup Sylvain d'avoir participé à l'épisode et puis écoute, je vous renvoie aussi les auditeurs à un lien dans la description pour en savoir un peu plus sur les produits Simalp. Merci à Simalp de nous avoir mis en relation encore une fois. Bonne récup à tes chevilles et toi. Et puis on se dit au plaisir. Merci beaucoup François pour ce moment de partage. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt. À bientôt.